Gospodo i gospođe Dugoviće, danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Ce soir, c'est spécial bien-être. Qui l'eût cru, se faire du bien, c'est pas bien. En tout cas, c'est la découverte de deux chercheurs en sciences sociales. Ce soir, le Suédois Carl Siderstrom et le Néo-Zélandais André Spicer nous livrent leur diagnostic dans ce Trax spécial qui démolit l'envie de se faire un corps de rêve. Et oui, à force de se regarder les biceps, on laisse en plan la société. Aux côtés de nos deux chercheurs, des invités qui ont leur recette bien particulière pour se faire du bien. La liftière Sarah Lips propose de grimper au 7e ciel en 2 coups de cuillère à peau. Surnommé le Jésus digital, Chris Dancy est plus connecté que la Corée du Sud. Enfin, ils ont tourné le dos au bien-être. Le groupe Marquis de Sade, jamais les derniers pour broyer du noir, ressuscite. Quand on vous dit six-pack, vous voyez des abdos au lieu d'un pack de bière? Alors vous souffrez probablement du syndrome du bien-être. C'est grave, docteur. Rien ne sert de courir, il vaut mieux dormir à point. C'est le credo de nos deux invités, Carl et André, dans leur livre Le syndrome du bien-être. Dites donc les garçons, c'est quoi les premiers symptômes? Number one, talk. You go places and all you want to talk about is your most recent run, how well you are. Lightning strikes again! God damn it, Nick. Number two, practice. What do you spend your free time and even your work time doing? If you spend your whole time at yoga camp, perhaps you're suffering from the wellness syndrome. Bonsoir Paris! Ladies and gentlemen, Mr. Gordon Marchand-Mix! Plus habitué à recevoir les toiles de grands maîtres que d'éponger la sueur des amateurs de sport en salle, le Grand Palais accueille ce jour-là le boss du body jam en grande pompe. Les cours donnés par Mr. Gandalf sont proposés dans plus de 80 pays et 16 000 salles de fitness. Ici, les vrais malades, c'étaient ceux qui couraient après la bonne santé. C'est en tout cas la théorie de nos deux chercheurs. Alors que dans le passé, gros muscles rimaient avec rien dans le ciboulot et que la salle de sport était synonyme de corvée, voilà que pédaler sur place ou raffermir ses fessiers deviennent la panacée. Wellness has two parts. One part is happiness, trying to be super happy. And the other part is health. Wellness really puts those two things together in this idea of living a flourishing life. Wellness is a way when we normally think about health, it's when you're sick. Right? So you go to the doctor when you're sick. Wellness is you go somewhere when you're fine and there's something fine with you. So you then go and use all of these services and pay a huge amount of money when you're actually quite healthy. So wellness is kind of the sickness for the well. And what a lovely morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Enjoyment has been something which has been prohibited in society to them being commanded. So today we should enjoy ourselves as much as possible. But we need to do that in the correct way. So you can't just enjoy yourself by eating a burger and drinking a beer. You should enjoy yourself by doing yoga on the beach and running and taking good care of yourself. And this creates an illusion of how well you could be. So there's really no end to how happy you should be, how healthy you should be. And this creates a sense of guilt that you're never really that well or that happy or that healthy as you should be. Dans le monde idéal du bien-être, le bidon fait un bide.
Impossible d'échapper à la propagande du ventre plat qui fait aujourd'hui les choux gras de la pub et du net. À 31 ans, la Vénézuélienne Michelle Lewin compte plus d'abonnés Instagram que Donald Trump, la faute à ses tutoriaux musclés qui en ont fait la reine du fitness. Avec sa compagne Lynn Rosen, John Littig clamait lui à la radio ses recettes pour se vautrer dans le bien-être. Dans leur émission mensuelle, les deux New-Yorkais dispensaient des conseils de développement personnel quand soudain... Two radio talk show hosts that run a self-help talk show called The Pursuit of Happiness were found dead in their shared New York home on Monday. Their names were Lynn Rosen and John Littig. Apparently, they had committed suicide an entire week prior by putting bags over their heads and breathing helium until they were dead. Passive nihilism is where you live in a world and you can see all the suffering, and you can see wars, poverty, you could see people dying, but you feel powerless. And when looking at all these tragedies and all of these horrors, you decide that I'm going to block that off. I'm going to create my own little space, which will be comfortable and which will be nice and which will shield me from all the terror of the world. Boosté par la vogue des selfies et des réseaux sociaux, le bien-être se répand sur les 5 continents à la vitesse d'un cheval sur un tapis de course. On estime qu'il existerait plus de 200 000 clubs de fitness sur la planète. Dans un monde incertain, l'homme se rabat sur son corps, l'une des dernières choses qu'il semble pouvoir contrôler et modeler à sa guise. Du Congo à la Chine, en passant par l'Inde, la déferlante traverse les frontières et les barrières religieuses. Il y a 3 ans, une marque new-yorkaise a même développé une ligne de hijab fitness. Le problème, c'est qu'à se regarder constamment le nombril, on finit par se moquer du monde, littéralement. This is very nihilistic because it means you kind of give up. You no longer have any sort of ambition to try and engage in any activities that is going to make the world better. Instead, you put all your effort and all your time into improving yourself and your own very small space that you live in. Last year, I was in the Swedish seaside, and a neighbor came by, and he asked if I could take care of his daughter while he was out running. And he said he will be back in 2 hours. And I thought, 2 hours? Are you running for 2 hours? That's great. You've got to be a great human being. I thought that because that's what all people thought. And then it struck me, what if I went over to his place with my daughter and said, look, could you take care of her for about 2 hours because I'm going to lie down here and read? Running is the perfect escape because everyone would see it as a good thing. But if you just run down to the pub and drink a few beers for a few hours, no one is going to say, oh, how great you are. I'm just finished up filming here with Scissor Foxes, and it was pretty intense. It was yours. What do you think? Probably one of the most intense shoots I've had, for real. L'Irlandaise Sarah Lips est une championne de haut niveau. Poids lourd dans sa catégorie, cette rockstar aux biceps d'acier parcourt le monde entier pour satisfaire une clientèle exigeante qui finance son train de vie luxueux. La sportive voyage léger, pas d'haltères ni de tapis de yoga, elle n'a besoin que d'elle-même. Rencontre en toute décontraction chez elle, à Londres. Quand j'ai commencé la fac, mon amie venait de s'inscrire à la salle de sport et j'ai décidé d'y aller avec elle. C'était la première fois que j'entrais dans un club de gym. Ça m'a plu et je suis devenue accro. Je me suis rendu compte que c'était là que je me sentais à l'aise. Are you just leaning over me? Yeah? Okay.
son 1m68 et avec ses 70 kilos, Sarah Lips est la reine du lift and carry. Soulève et porte. Le fétichisme de ceux qui se font porter comme de gros bébés. Supportant un poids maximal de 84 kg, cette dominatrice aux pieds sur terre envoie en l'air des hommes de 17 à 72 ans, que ce soit en position piggyback ride, porté sur le dos, ou en cradle carry, bercé comme un nouveau-né. Sarah pratique aussi la lutte et le scissoring, l'art de coincer sa victime entre ses gambettes fuselées. Je travaillais comme coach personnel quand ce mec a vu ma photo en ligne et m'a appelé. J'avais jamais entendu parler du lift and carry avant et j'ai pensé que c'était des conneries. Il m'a rappelé plusieurs fois et il n'a pas lâché l'affaire. Je me suis dit que ça ne pouvait pas marcher, que c'était pas réel. Mais quand j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus, je me suis rendu compte que c'était bien plus important que ce que je pensais et que ça existait vraiment. Majoritairement masculin, ce fétichisme peut coûter un bras. Une session d'1 heure varie de 200 à 500 €, allant parfois jusqu'à 1 000 € selon l'expérience de la dominatrice, sans compter les frais de déplacement. Il suffit de quelques clics pour trouver maîtresse à son pied. Ensuite, il n'y a plus qu'à se laisser porter. You see how strong I am? Le lift and carry est devenu l'un des fétichismes les plus populaires sur la toile, avec plus d'1 million de vidéos répertoriées. Parmi ses parrains, l'icône de la contre-culture américaine, Robert Crumb. Cet amoureux des femmes fortes est accro au piggyback riding, le porter sur le dos qu'il pratique à la maison. Une passion qu'il partage avec l'énorme dessinateur et caricaturiste français Albert Dubout, pour qui, dès les années 30, le couple idéal semblait constitué d'une grosse dame et de son petit monsieur, Vénard. I no longer consider myself a KGB agent. We trained you, financed you. Du dessin au cinéma, les fétichistes du lift and carry trouvent leur bonheur partout, même dans un James Bond grand public. Enough of this! Control yourselves! Certains hommes étaient portés quand ils étaient petits, ou ils jouaient à ça avec leurs amis, et ils ont perdu cette sensation. Il y a cette théorie qui dit qu'ils veulent retrouver leur innocence. Il y a aussi la théorie qui veut que quand ils étaient enfants, dans la cour de récré, les filles se moquaient de leur petite taille et les plaquaient contre le mur. Qu'ils soient toujours petits ou qu'ils aient grandi et pris du poids, ils aiment toujours cette sensation. La légende veut que le porté d'humain soit né au XVIIe siècle. En Finlande, une bande de voleurs qui pillaient les villages et enlevaient les femmes avait pris l'habitude de s'entraîner avec des sacs de terre pour être plus performants. Aujourd'hui, de l'Australie à l'Estonie, des jeux perpétuent cette bien belle tradition dans des championnats de portée de femmes. Pour Sarah, ex-étudiante en droit et en politique, devenue journaliste, c'est aux femmes de prendre les choses en main. À 28 ans, la voilà depuis 2 ans lancée dans une carrière musclée que sa mère infirmière et son père ingénieur ignorent. Mais dis-nous Sarah, soulever des gars, c'est vraiment si différent que ça ? Différent du journalisme ? Ben oui. Oui, c'est différent, dans le sens où c'est plus concret. Le point commun, c'est que tu rencontres des gens, tu leur poses des questions et tu finis par les connaître. Tout de suite, c'est Haro sur le bien-être, le mal du 21e siècle. À Paris, Trax plonge André Spicer et Karl Siderstrom dans un caisson d'isolation sensorielle. Un bain ultra salé à 37 degrés, coupé du monde extérieur afin d'oublier toutes les pesanteurs. L'inventeur du caisson, c'est lui, John Lilly.
Ce neuroscientifique américain, spécialiste de la communication avec les dauphins, est un pionnier dans l'étude de la conscience humaine, notamment grâce à la prise de psychotropes. Quand il met au point son caisson, en 1954, John le teste en associant flottaison et LSD afin de voyager dans son passé prénatal. Bigre. Franchement les gars, ça fait pas du bien de se faire du bien? The last thing which you can actually criticize is being good to yourself and being well and these kind of things. And we wanted to kind of understand what was troubling, disturbing and wrong with all of the things which we're supposed to love and enjoy and so forth, which is everywhere. A lot of people say, Chef, God, you have a big stomach. No, I don't have a big stomach. I used to have a big stomach. Now I have a flat stomach, all right? Because I detox my body and, drink all of this natural stuff. Musculation, relaxation et alimentation, c'est le tiercé gagnant du bien-être. Si la recette est toujours la même, chacun y rajoute sa sauce à l'image de Simone Delarue, coach de Matt Damon et Taylor Swift. Aux États-Unis, il y a de quoi remplir sa bibliothèque avec cette littérature sans sucre ajouté. Autant dire qu'avec leur brûlot, nos deux chercheurs nagent à contre-courant. Du coup, certains ne se sont pas gênés pour leur reprocher d'écrire sur quelque chose qu'ils n'ont même pas essayé. Piqué au vif, le duo décide alors de passer une année à tester les méthodes de bien-être. Muscu, jogging, injection, relaxation, analyse de chakras. Un régime qui ne les a pas convaincus, mais a inspiré leur dernier livre. Wellness as an ideology, you could see it is an ideology because no one ever questions it. So they sent out a survey to 3,000 executives in Sweden, asking if they became better executives if they were working out. 95% said yes. No one could really say why you would become a better executive or why you would become a better parent or a better lover or a better person, but everyone seems to agree that's the case. And with all ideologies, it's taken for granted. And also with all ideologies, you see that people who don't live up to these expectations are being demonized and they are being punished. We've seen for a long time smoking bans, so this is prohibiting an activity. But we've also seen more recently some workplaces where they ban smokers. So there's a shift from an activity which is bad to a person that is bad. Playing tag with the waves, a refreshing way to take a walk at the beach. How can you add to it? With the most refreshing smoke of all. Avant, s'en griller une sur la plage, c'était trop cool. Feel the freshness as you smoke. You'll find they're more refreshing to begin with. Aujourd'hui, c'est être l'esclave d'une drogue dangereuse. Premier régime à interdire de fumer dans les lieux publics, l'Allemagne nazie mène dès la fin des années 30 des campagnes anti-tabac. Pour Hitler, ancien fumeur repenti, il s'agit alors de préserver la race aryenne. At the time, they had an idea that the society was a body, and if any kind of virus would get into this body, it would spread. So this is the way they were thinking about smokers and the way they were thinking about unhealthy people. They had to be removed from this social organism, because otherwise the virus would spread and the entire body would become infected. Mais quelle mouche a donc piqué l'humanité pour qu'elle aille autant se faire suer sur des machines infernales? Avant, pour faire du tapis roulant, il fallait passer par la case prison. Au XIXe siècle, l'activité est imposée aux détenus pour lutter contre l'oisiveté à raison de plus de 6 heures par jour. En 68, l'ingénieur William Staub conçoit le premier tapis de course grand public, surfant sur la vague de l'aérobic, lancé par le livre du médecin militaire Kenneth Cooper. On connaît la suite, garde à vous et levez les genoux. Today, there's also a duty to be healthy, but we don't owe that duty
that responsibility to the nation, we owe it to ourselves. There's also something that seems to belong to corporations. A lot of corporations today are requiring their workforce to be healthy or to work out. And it's also something that seems to belong to the market. We have this responsibility to the market because a lot of people would find working out, being healthy, not only something they do for themselves, but also something to stay competitive, something they do to improve their own market value. So I think what we have today is not health fascism, but rather wellness capitalism. En 1976, le film Rocky montre un Sylvester Stallone pratiquant une étrange activité, le jogging. Courir pour aller nulle part devient l'alpha et l'oméga du bien-être. Même si depuis on a inventé de quoi se faire des biscottos sans mouiller le maillot, il se vend aujourd'hui une trentaine de paires de chaussures de running chaque seconde. Naked may look like a mirror at first glance, but it's not like any mirror I've ever seen. But the truth is so much more than that. Naked shows me my truth. My truth is sweat. My body is the reflection of my journey, my choices. That's where Naked helps me see my true self. Many of the technologies associated with it, like Fitbits or any kind of mobile tracking devices, these are things which prisoners used to be put on, like a tracking device, and they were forced to do it. Vitally detects these early signs by monitoring your breath, posture, and HRV. HRV is a key physiological indicator of stress. When Vitally notices your HRV getting low, it gently reminds you to take a deep breath. Now we pay hundreds of euros to have these things put on us, and we get so happy. Oh yeah, look, I could see where it's gone. And then we put it on Facebook, right? We show that we've been going, what our heart rate was and what we had for dinner and when we last went to the toilet, etc., etc. So it's like we want to be under surveillance now. And in some ways we live in a society where the worst thing is someone not watching you rather than someone watching you. En 1971, dans le film Orange Mécanique, une équipe de scientifiques a une méthode choc pour purger le délinquant violent et asocial Alex de ses perversions. Get me up. I want to be sick. Get something for me to be sick in. Une torture désormais à portée de poignet grâce à ce bracelet connecté qui vous envoie une décharge électrique lorsque vous franchissez la ligne Burger. Selon ses créateurs, cette technologie vous permet enfin de vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. Earn rewards when you succeed, pay the price when you fail, and experience the electric shock that keeps you on track. We jokingly write about this as a combination of George Orwell's 1984 and Oprah Winfrey. So on the one hand, we live in this society where we are seen everywhere, where you have cameras everywhere, where you're expected to report what you do all the time. You post things on Facebook and Twitter, and all that information is available. It's a world of transparency. Everything is out there. It's a kind of controlled society. But then at the same time, it is as if we really need to convince ourselves that we do this for in our own best interest. It's our choice to do this. So we repeat to ourselves, like Oprah Winfrey, this is my choice, this is what I do, this is what I want to do with my life. And then at the same time, it works perfectly in combination with this controlled society. Le réseau Wi-Fi est ici. Là, il y a 2 satellites. Voilà ton portable. Un autre. Il va pleuvoir, enfin bruiner, dans 16 minutes à quelques rues d'ici. Là, c'est ma maison. Mon chien dort sur le canapé. La femme de ménage a fait mon lit, comme j'aime.
Tout enregistrer est une drogue. On aime les séries télé parce qu'on peut les regarder en rafale. Imagine si tu pouvais faire la même chose avec ta vie. Good morning, everyone. Sun is shining, and I definitely need my coffee. We are in my 3rd week of transparency, and we're up to 2,308,007 viewers. Wow. Dans The Cycle, sorti cet été, Emma Watson partage avec sa communauté virtuelle l'intégralité de ses données personnelles. Battements cardiaques, nombre de calories ingérées, mais aussi conversations, liste des endroits où elle est allée et tout ce qu'elle a pu voir dans la journée. Ce cauchemar de science-fiction est une réalité pour Chris Dancy. Invité d'honneur du festival Futur en scène, le rendez-vous parisien de l'innovation technologique, cet Américain de 49 ans est l'homme le plus connecté au monde. Chaque jour, il utilise environ 700 capteurs d'activité avec applications et services dédiés qui contrôlent sa santé en surveillant ses organes vitaux. Mais il scrute aussi ceux de son chien et sa mini-caméra prend une photo de tout ce qu'il voit toutes les 2 secondes. Et tout ça depuis une décennie. 7 mois avant de mourir, ma mère m'a envoyé une boîte qui contenait tout ce que j'avais fait dans ma vie. Mon premier jour d'école, ce que je portais, quand j'ai été malade, quand j'ai été guéri, qui étaient mes amis. En 2007, je me suis servi de cette idée de boîte que ma mère m'avait envoyée en 2003. J'allais perdre mon boulot. J'étais très gros, très en colère. Je prenais tous les médicaments possibles et imaginables. Je ne voyais plus de raison de vivre. Je ne me voyais pas comme un mec bien. Mais comme ma mère me l'avait montré, il y avait de bonnes choses dans ma vie. J'avais juste choisi de ne pas les voir. En 79, alors qu'il n'a que 11 ans, Chris Dancy est l'un des rares ados au monde à posséder un ordinateur personnel. Comme sa mère, il y fait des listes de tout et n'importe quoi. Quand il se lance dans l'extreme monitoring en 2007, c'est le début du Quantified Self, ce mouvement de mesure de soi lancé en Californie. Dancy y plonge la tête la première. Il perd 45 kilos, arrête l'alcool, les drogues et ses 2 paquets de cigarettes quotidiens. Médiatisé, il multiplie les conférences. Chris Dancy 2.0 est riche et célèbre. Dans ce court-métrage sorti en 2016, le Quantified Self devient une religion. I almost reached 68 more steps. But you didn't. That is if I stop walking, but I won't. I'll always be the champion. Right, Dad? No. You think you're perfect, but you're not. Après 4 ans à me contrôler, bien que j'étais au top de ma forme et de ma réussite, je me suis retrouvé isolé et triste. Ça fait seulement 2 ans que j'adapte mon système pour avoir de la compassion envers moi-même. Je me dis, tiens, j'ai peut-être plus besoin de chocolat que d'un jogging, de me prendre une cuite plutôt que de méditer. Je viens de me séparer d'un type avec qui j'étais depuis 1 mois et c'était super. C'était un mec génial que j'adorais. Mais un jour, il était en pétard contre moi. Il m'a dit, je savais que tu étais en colère secrètement, que tu ne pouvais pas être parfait tout le temps. Je me suis dit, si tu sortais avec moi parce que tu pensais vraiment que j'étais une machine parfaite qui allait fonctionner comme ton iPhone, va baiser ton iPhone. Repenti mais pas déconnecté pour autant, Chris Dancy s'autoproclame cyborg conscient. Dans ses ateliers, il prêche l'épanouissement personnel par les nouvelles technologies, comme la méditation au contact des vibrations de son smartphone. Ses ouailles le surnomment Digital Jesus.
We live in a world where we're expected to be in two places at once. And it makes you very anxious. It's hard, you know? We want to look at people and feel present and have them know that we're hurting, we're sad, but they're like this, right? And that's just the way life is now. Je me suis rendu compte qu'en fait, il valait mieux pas en savoir trop. Je ne me suis pas vraiment rendu service en programmant toute ma vie, parce qu'il n'y a plus de place pour l'erreur. Parfois, je me demande si je pourrais revenir 8 années en arrière, quand j'étais gros, que je buvais trop et que ma vie n'était vraiment pas saine. Ça me ferait des vacances. J'adorerais ça. Tout de suite, on retrouve nos chercheurs allergiques au bien-être. We live in a society where we need to be productive, and more importantly, we need to show that we are productive. At the same time, so many of the jobs we have are very, very abstract, very elusive, and we don't really know in what way they are productive. Up to 37% of all the jobs in the UK would be bullshit jobs. Jobs that aren't just meaningless for the person doing it, but a job that would be meaningless for the entire society. Now imagine that you need to be productive, and yet at the same time you have this job where you cannot show that you are productive. I think going to a gym would be one of the few places where hard work pays off. It is one of those ideas of the Protestant work ethic, which you cannot find anywhere apart from the gym. And new trends like the CrossFit gym, you go there, you work hard, you record all of your performances. You can cut you like a knife. And then someone will show you the graph of how you get better and better and better. So it's like living inside a toothpaste commercial. What drives us to do this thing is three things. Fear of death. So you exercise and you eat healthily, which is very rational to try and stay alive as long as possible. So that's very natural. The second thing is the desire to be someone else. I think deep inside, most human beings have the fantasy or a wish to be someone else. And what all of this is promising is another self, a better version of yourself. Biggest Loser transformations have astonished and challenged a nation. I believe I can do anything I want. In 10 seasons, they've lost over 10 tons. The third thing is that this is something we do today because we have to. It is inscribed into the logic of late capitalism. We need to think about our bodies and ourselves as something that need to be maximized financially, socially, and all the rest. This man is ill. Replace him. This kind of pursuit of wellness is this kind of pursuit of life. And the most troubling thing in some ways is that we live in a society which is kind of disowned or doesn't want to even think about or believe in death. So we've kind of completely disconnected ourselves from death. And as a result of this, if we then think about sort of one of the big kind of things in any national budget is health spending, right? So 50% of health spending comes within the last 6 months of life. And much of that is just simply people wanting to run away from death rather than actually solve an issue. So I have one colleague who put it, the best way to solve the national budget crisis is get people to come to terms with death a little bit more. La mort, même pas peur. En 77, les Rennais de Marquis de Sade inventent le post-punk français alors que le punk est à peine né. Avec le chanteur Philippe Pascal et la guitare de Franck Darcel, le groupe ne dure que 5 ans, laissant derrière lui des fans éplorés.
Leur seule consolation, redécouvrir les idoles de Philippe Pascal, comme l'acteur Conrad Veidt, icône de l'expressionnisme allemand. Aujourd'hui, pour fêter les 40 ans du groupe le plus culte de l'Ouest, le plasticien Poche lui dédie une exposition dans son fief, demandant à 24 artistes d'illustrer les titres des chansons de Marquis de Sade. Ils font toujours rêver. Retour à la cruauté, maladie de peau, cancer et drogue. Et meurt, die, comme on dit chez les Anglais. Ça s'appelait die parce que c'est mourir pour un petit moment. C'est la petite mort. Je vivais vraiment dans l'urgence. Moi, j'avais 2 dates. Il faut que je fasse tout entre l'âge de 24 ans et 28 ans. 24 ans, c'est parce que c'est à cet âge-là que Lou Reed a enregistré le premier album du Velvet Underground. Et 28 ans, parce que c'est à cet âge que Egon Schiele est mort de la fièvre espagnole. La guérilla urbaine pour s'extirper des sangles accentue la pression de l'ordre sur nos vies. Les gestes détournés, à la fin, nous étranglent, implante la... Marquis de Sade avait tout pour lui, un timing parfait et des chansons en béton. Mais comme souvent, la route vers la gloire est pavée d'embûches. On s'est rendu compte que dans la loge des Simple Minds et de Joe Jackson, c'était Byzance, quoi. Des ananas, des machins, des trucs. Et nous, on avait 2 boîtes de pâté. Et ce truc-là, moi, m'a foutu hors de moi. Alors que les Simple Minds étaient inconnus en France. Hein. Oui, mais c'est aussi le staff de ah, mais je suis d'accord avec toi, tout à fait. Qui nous prend clairement pour des cons. Né en 56 à Sidi Bel Abbès, Philippe doit quitter l'Algérie avec sa famille à 6 ans. Dans le village de Dole de Bretagne, où son père dirige l'école primaire, il passe son adolescence à écouter du blues avant de découvrir en 75 les premiers disques de Patti Smith et de Père Ubu. J'ai essayé la guitare, j'ai essayé le sax, mais j'avais besoin d'immédiateté. Petit, Frank se serait bien vu jazzman. Mais après des vacances répétées chez son oncle perruquier à New York, il finit par fréquenter la mythique scène du Max Kansas City, où il succombe au dieu guitare. Dès lors, il n'a qu'une idée en tête, former son propre groupe de rock. Il monte Gangrène, puis Détroit Punk, avant de s'arrêter sur Marquis de Sade en 77. À Saint-Malo, le chanteur de Pentatal Letali lui tape dans l'œil. Jeune instite, Philippe s'embarque dans l'aventure, costumé de Sky et de Chatterton, béni par ce divin marquis à qui on doit la littérature la plus shocking du XVIIIe siècle. J'avais trouvé Justine, le malheur de la vertu. Dans les bibliothèques des parents, il y a toujours des bouquins derrière. Ah oui. Et j'avais parcouru ce livre-là qui m'était passé à côté. Oui, moi c'était le premier que j'ai lu en fait, c'est la philosophie dans le boudoir, et là on se rend compte que le mec c'est puissant. C'est pas que des histoires de sexe. Il y a ça, c'est très important bien sûr. Mais c'est un des premiers libertaires et libertins. En 56, La Blonde et moi fait de Jane Mansfield une wannabe star du rock'n'roll. 25 ans plus tard, la bombe blonde inspire le film culte La Brune et moi, dans laquelle une punkette fan de New Wave française n'a Dieu que pour Marquis de Sade. Bien, écoute, je vais te présenter des jeunes bien. On nous a beaucoup qualifiés d'intellectuels et tout ça. On parlait pareil. Qu'est-ce qu'on va faire? C'était pendant les répétitions, on travaillait, il y a des accidents de la création. Par contre, assez vite, dès que quelque chose ressemblait à autre chose, on le mettait de côté. En seulement 2 albums, Marquis de Sade met Rennes sur la carte du rock français. À la manière de leurs contemporains Joy Division à Manchester, leurs concerts stimulent la scène locale. Dès la sortie de leur premier 45 tours en 78,
Le disquaire Hervé Bordier monte à leur intention ce qui deviendra le plus gros festival de musique indé de l'Hexagone, les Transmusicales de Rennes. Mais à partir de 80, alors que Marquis de Sade partage les couvertures des magazines avec les jeunes gens modernes, de Taxi Girl à Élie et Jacquenot, le groupe se perd dans des querelles fratricides. L'aventure du groupe ne touche pas à sa fin, mais on casse les codes, on n'en a plus rien à faire. Alors, donc apparaissent des baskets, ce qui dans Marquis de Sade était totalement interdit normalement. Et là, moi, je suis en basket, pull jacquard, là c'est foutu. Et puis alors, les trages de merde, et puis couleurs bizarroïdes. Le cœur du problème était rythmique. Je crois que Philippe aimait bien le côté très binaire du premier album. Et moi, je voulais amener de la souplesse dans les rythmes, mais c'est vrai que ça oriente la musique vers quelque chose d'autre. Et j'avais cette idée que ça aurait été formidable que Marquis de Sade se danse en boîte de nuit. Pas sur une piste de disco. Mais tu ne peux pas, Franck, décréter qu'un groupe va se mettre à faire danser les gens si tu n'es pas sûr qu'à l'intérieur de ce groupe, tout le monde a envie de faire danser les gens. Voilà. En 81, Marquis de Sade, c'est fini. Loin des pistes de danse, Philippe Pascal crée Mark Seberg, groupe avec lequel il joue pendant 10 ans, avant de fonder The Blue Train Corps en 95. Pendant ce temps, Franck Darcel sort la première démo d'Étienne Dao, avant de produire en 84 La Notée, album qui lance la carrière du chanteur. Dans la foulée, il accompagne son ami Obispo avant de reprendre le manche avec République, groupe de rock breton encore actif. Mais ce soir, aux Libertés, à Rennes, Marquis de Sade rompt 36 ans de silence. J'aime beaucoup Philippe Pascal, son charisme, sa manière de danser. Moi, je suis né au début des années 80, j'étais trop jeune pour les connaître au début, quand ils ont commencé, donc je me rattrape. Inespérée résurrection d'un soir, comme dans les contes de fées. Bien les gars, mais après, vous avez des projets? Il n'y en a pas. On prend match après match. J'aime bien cette formule. On ne sait pas s'il y aura un prochain match. Je ne suis pas football, donc je ne sais pas trop ce que veut dire la formule, mais il n'y a pas de... On verra. C'est toujours spécial bien-être dans Trax, et c'est le moment de se dire « hasta la vista ». Today, it's become so integrated into society that you have happiness everywhere. And happiness is something you should achieve, in your relationship, at your job, in every moment in your life. And we have simply forgotten the very crucial and important philosophical lesson, which is happiness. A, we don't really know what it is. B, we don't really know what to do with it. There's a great line in Beckett's Waiting for Godot when Vladimir tells Estragon, say that we're happy. And he says, well, we're happy. And then he goes, well, what do we do now that we're happy? Trax, ça continue non-stop sur arte.tv et sur les réseaux sociaux. Voilà, Covid génial.